Bonsoir à tous. Donc vous êtes dans le premier live d'Horizon Magistrature avec les auditeurs de la promotion 2026 qui vous font ce live ce soir, juste avant les écrits du concours de cette année pour vous donner des conseils généraux. Je voulais d'abord remercier tout le monde, tous ceux qui ont participé à la foire aux questions pour nous faire remonter ce que vous attendiez dans ce live. Donc, on a essayé au mieux de répondre à vos besoins. N'hésitez pas à poser des questions sur le chat et peut-être en live, vous verrez avec les auditeurs qui vont s'occuper de vous ce soir pour que ça se passe le mieux. Vous avez donc deux auditeurs du premier concours, Adil et Maëva. Maëva aussi au titre de la prépa talent, si je dis pas de bêtises. Louise qui est du deuxième concours et vous aurez aussi Sabrina du troisième concours. Donc vous avez un panel large qui pourra répondre normalement à toutes vos questions. Juste flash info, vous aurez aussi bientôt des réels qui vont être publiés avec des conseils sur chaque épreuve. Donc vous aurez 3 conseils sur les QRC, sur les cas pratiques, sur les dissertations. Voilà, ils vont être publiés bientôt. Donc n'hésitez pas à nous suivre et surtout n'hésitez pas à nous rejoindre si vous avez besoin. Et au cas où, vous pouvez toujours écrire sur l'adresse d'Horizon Magistrature entraide@outlook.fr. Voilà, je vous laisse avec les auditeurs. Bonne soirée Adeline, merci. Merci, bonne soirée. Quitte juste la pub, voilà. Très bien. Hop. Et donc, j'ajoute Sabrina en avant. Roulement de tambour. Si elle fonctionne. Et oui. Merveilleux. On est super. Bon. Alors, j'avais envoyé le truc, mais évidemment, il faut que je le retrouve. Hop. Voilà, donc on s'est fait entre nous une petite feuille de route de ce live pour pouvoir un peu répondre à vos questions de manière ordonnée. Évidemment, la dite feuille ne veut pas s'ouvrir, ça y est, c'est bon. Donc on se proposait de commencer par se présenter rapidement et ensuite on enchaîne directement avec les questions que vous avez déposées sur la foire aux questions. Et on vous précise, Adeline l'a déjà fait, mais je vous le redis, pour ceux qui viennent d'arriver, les questions sur le chat, n'hésitez pas. On a quelqu'un qui ne participe pas au live, mais qui regarde et qui note les questions et qui nous les dépose en direct sur une boîte chat, en gros, où on peut voir en direct, comme ça on pourra répondre à vos questions, même si c'est plus tard ou quoi, si on est en train de parler, on fait attention. Voilà. C'était pour vous le dire. Et donc, présentation, je vais commencer du coup. Moi, je suis Adil Gobert, 25 ans. Je suis issu du premier concours, après une tentative qui n'a pas abouti. Donc, c'est à la deuxième fois que j'ai été pris. Premier concours, voilà, globalement. Je vais continuer. Donc, moi, c'est Maëva Guéquière. J'ai 24 ans pour le coup. Je suis aussi issue du premier concours et moi j'ai la particularité d'avoir fait la classe prépa talent de Lyon. Donc voilà, et moi c'était ma première tentative, donc voilà. Sabrina, tu prends la suite, je prends la suite. Vas-y, je t'en prie. Ok, donc moi c'est Louise Voyer, je suis issue du deuxième concours. J'étais auparavant directrice de greffe pendant 7 ans. J'avais passé le premier concours, à la sortie de mes études en parallèle du concours de directeur de greffe. Je n'avais donc pas eu l'ENM. J'ai choisi de continuer sur la voie de DG et j'ai passé le deuxième concours pour la première fois et j'ai eu le deuxième concours. Voilà. Et donc, je suis Sabrina Guillermo, j'ai 43 ans. J'ai eu un DEA de droit pénal et sciences criminelles, oui, parce qu'à l'époque, ça s'appelait DEA et non pas Master 2. Et j'ai j'ai passé le premier concours il y a donc un peu plus de 20 ans, pour lequel j'ai été 2 fois admissible. Le vœu de repasser l'ENM ne m'a jamais quitté, mais en attendant, j'ai exercé pendant près de 16 ans en tant que conseillère pénitentiaire dans un SPIP. Et
les 3 dernières années, j'étais attachée de justice en détachement dans un parquet outre-mer. Donc j'ai passé le 3e concours pour cette 3e fois et me voici désormais intégrée. Voilà. Effectivement, c'est vrai que moi, j'ai pas précisé mon parcours universitaire. C'est vrai que Sabrina le fait. Et t'as raison complètement. Moi, au niveau parcours universitaire, très classique. Master de droit processuel, donc l'équivalent JPP, justice procès procédure. C'est tout. Et après, effectivement, le concours. Les filles, je sais pas si vous voulez préciser ou pas, ou on enchaîne. Ouais, c'est vrai que moi je l'ai pas précisé non plus. J'ai fait pareil, une licence de droit classique, juste spécialité droit privé en L3, et après j'ai fait un master droit privé spécialisé en contentieux des contrats. Donc un master plutôt droit des affaires civiles. Et effectivement, je vais pas préciser non plus parce que parcours relativement classique. 5 ans, fac de droit. Nous, ça s'appelait carrière judiciaire, mais c'est du droit processuel, hein, même topo. Et d'ailleurs, on vous dit ça, c'est vrai que là, nous, on a 3 parcours assez, même 4, on va dire, assez classiques de droit. Ça n'empêche pas que dans notre promotion, il n'y a pas que ça du tout. Hein, il y a beaucoup de parcours qui sont, voilà, vraiment de toutes les couleurs. On a de tout. Donc, sans désemparer, on va peut-être passer à la première question qui est le plus revenue. C'est une question qui est relative à l'organisation du temps restant. Parce que c'est vrai que là, on est fin avril, donc les écrits, c'est début juin, il me semble, cette année encore. Et donc, globalement, la question, c'est de dire, est-ce qu'on arrête de lire les cours? Est-ce qu'on privilégie de s'entraîner ou revoir les cours qu'on n'a pas bien en tête? Quelqu'un veut prendre le lead? Si tu veux, je peux commencer ou Maëva, comme tu préfères. Bah vas-y Louise, je prendrai la suite. Ouais. Je pense qu'on est assez raccord pour avoir discuté sur le réel. Là, il est peut-être plus temps d'être sur des points un peu théoriques. Il faut vraiment que vous vous entraîniez. C'est comme ça que ça va rentrer. Je pense particulièrement au cas pratique. Nous, la particularité du 2e concours, c'est qu'on n'a pas de disserte. Donc les cas pratiques, il y a quand même aussi des mécanismes qui rentrent à force d'en faire. Si ça peut vous rassurer, moi, je fais partie de cette team-là où quand d'un coup d'un seul, j'ai une question précise sur un point et je me rappelle pas, c'est la panique. Donc, ça ne veut pas dire ne relisez pas du tout. Juste, focalisez-vous peut-être sur certains points. Vous savez que vous avez des fragilités. Mais là, sur la dernière ligne droite, c'est important de s'entraîner et de concrétiser un petit peu tout ce que vous avez appris. Et aussi, c'est important de se laisser du temps pour respirer. Vous êtes sur la dernière ligne droite. C'est ultra important de vous préserver. Elle est fatigante cette semaine-là. Elle va vous prendre beaucoup d'énergie et on y reviendra plus tard. Relâchez aussi un peu. Soufflez. De toute façon, à un moment donné, votre corps, il vous le dira. Moi, c'est à ce moment-là que j'ai chopé la grippe. Ça m'a couché 2 semaines. Donc, on va vous souhaiter que ça vous n'arrive pas, hein, voilà. Mais voilà, laissez-vous du temps aussi pour respirer. Donc ouais, moi je rejoins totalement Louise. Moi je suis de la team fiche. Vraiment, j'ai toujours appris avec des fiches depuis la 3e. Et là, quand il restait environ 1 mois, je faisais comme Louise, c'est-à-dire que j'allais voir que les points où j'avais des fragilités, où je me souvenais plus. Et j'organisais en gros ma journée en 2 temps, donc 4 heures le matin, 4 heures l'après-midi minimum, avec 1 ou 2 heures pour revoir les points de fragilité et 1 ou 2 heures pour m'entraîner dans la matière correspondante à chaque fois. Il faut vraiment privilégier l'entraînement parce que c'est vrai que il y a certaines épreuves dont, comme le cas pratique ou la note de synthèse ou la méthodologie, c'est essentiel. Et en réalité, même la dissertation sur un sujet un peu niche, type les océans, les mers et les océans, hein, au hasard, ça peut aider. Donc c'est vrai qu'il faut beaucoup s'entraîner, même si on est bien conscient pour l'avoir vécu que c'est hyper rassurant de pouvoir s'appuyer sur ses fiches. Adil, je poursuis et tu reprends la parole après. Je rejoins les filles sur le fait que sur cette dernière période, à mon sens, c'est la méthode qui va primer et notamment l'entraînement pour la gestion du temps parce que les épreuves, elles passent extrêmement vite et si on manque d'entraînement pour l'organisation de ses connaissances, porte à parier que l'épreuve soit pas terminée dans les temps. Je ne sais pas si ça peut vous aider, mais moi c'est pile poil à ce moment-là où j'ai passé le droit pénal en cas pratique. C'est vraiment pile poil à ce moment-là où j'ai travaillé mon code. Enfin, j'avais acheté des nouveaux codes bien à jour à cette période et
ayant terminé mes fiches, j'ai réouvert mes codes à l'appui de mes fiches pour faire du surlignage avec un code couleur. Alors, je sais pas si ça parlera à certains, mais en termes d'organisation, par exemple, en droit pénal, je surlignais d'une couleur particulière l'élément matériel de la fraction et une autre couleur pour l'élément moral et ainsi de suite. Et en fait, ça m'a donné aussi l'occasion de relire, réviser mes fiches en même temps que quelque chose d'un petit peu plus pratico-pratique. Et force est de constater aussi que le jour de l'épreuve, on n'est plus aguerri à retrouver les éléments dans le code et on va un peu plus vite aussi pour ordonner tes idées. Donc, je sais pas si ça peut être une petite astuce à conserver ou à vous approprier, étant précisé que chacun a sa méthode de travail et que surtout prenez aussi celle qui vous convient. Enfin, peut-être qu'il y a des candidats parmi vous qui auront besoin de réviser, de relire leurs fiches jusqu'au dernier moment, jusqu'à la veille. Et autorisez-vous aussi à être différent des autres si certains préfèrent arrêter une semaine avant pour souffler et aller prendre l'air. En fait, vous connaissez mieux que personne, donc écoutez aussi votre petit guide intérieur, j'ai envie de dire, et puis construisez les choses aussi avec ce que vous ressentez. Ouais, je suis complètement d'accord. Exactement. Par contre, mais c'est vrai que quand on arrive vers la fin là, de cette préparation pour les écrits, il y a un petit peu moi je sais que j'avais ça, les réflexes qui reviennent, parce qu'on commence à arriver dans une situation où on n'a plus trop la place de développer une stratégie, machin. On commence un peu à retomber sur nos réflexes, notamment réflexes universitaires. Et je pense pas que ce soit une très bonne idée de retomber dans les réflexes, parce que en gros, un réflexe universitaire, c'est du bachotage. Pas une excellente idée. Surtout que, effectivement, comme les filles vous l'ont dit, là, et vous le savez, c'est un concours de méthodologie. C'est un concours de connaissances techniques sur le droit et de méthode. C'est moite-moite. C'est pas la méthode, c'est là pour faire beau en plus. Non, vous êtes vraiment évalué. Sur les 20 points, il y en a 10, voire 15 qui sont de la méthode à fond, et parce que le droit se nourrit après de la méthode de réflexion. Et donc, il vaut mieux voir, plutôt que d'aller chercher si effectivement la responsabilité morale, la responsabilité pénale de la personne morale, est-ce que c'est une causalité directe, indirecte, plutôt que de voir ça qui est important, quelque chose qu'il faut savoir dans l'idéal. Mais si vous êtes entre aller voir ça, aller piocher vraiment à fond là-dedans, ou juste avoir la structure du cas pratique pénal et être solide sur la structure du cas pratique pénal, et au pire, vous répondrez pas à la question là-dessus, mais vous aurez sécurisé les 12 points qui sont sur les éléments classiques et généraux, le calcul, il est assez vite fait. Et je vais reprendre une phrase qui m'avait été dite par une membre de Horizon Magistrature, en fait, l'année dernière, sur ce même live, un an en arrière, qui avait dit très clairement, en fait, il faut être moyen à ce concours. Il ne faut pas chercher à être exceptionnel, excellent sur les épreuves, parce que globalement, à part une ou deux personnes qui ont vraiment des capacités folles, le commun des mortels que nous sommes, on a peut-être une ou deux très bonnes notes, et puis après, c'est des notes qui sont moyennes, relativement, quand même. Faut essayer d'être moyen partout. Si on est moyen partout, ça passe. Si on est très, 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 très bon dans une ou deux épreuves et qu'après on se mange des tôles dans deux autres épreuves, malheureusement, c'est là que le danger est, en fait. Moi, j'ai raté ma première année comme ça, j'avais de très bonnes notes et une très, très, très mauvaise note en cas pratique, et j'ai perdu malheureusement ma chance là-dessus. Donc vraiment, essayez de voir où est-ce que vous avez besoin de mettre à niveau pour être à l'équilibre un peu sur toutes les matières. Je pense que c'est là qu'il faut que vous mettiez les paquets sur ce dernier mois. Effectivement, c'est un temps contraint et il faut utiliser ce temps de manière très intelligente. C'est clair. Voilà. Alors, il y a une question dans le chat qui nous a demandé: pensez-vous qu'en étant attaché d'administration depuis 4 ans, on peut tenter le deuxième concours? Oui, parce que de toute façon, l'attaché d'administration, la question du deuxième concours, c'est les 4 ans de fonction publique. Donc, nous, on a, au titre du deuxième concours, on a une personne, par exemple, qui a été prof d'italien pendant beaucoup plus longtemps. Du coup, on n'était pas sur la limite des 4 ans. On a des personnes qui ont des parcours très, très différents au deuxième concours. Donc, je vois pas pourquoi il y aurait une problématique. Après, c'est vrai que l'année dernière, il y a eu quand même, plutôt sur le troisième concours, qu'il y a eu des difficultés de savoir est-ce que oui ou non on pouvait prétendre. À mon sens, si les 4 ans sont bien révolus au moment du concours, je vois pas pourquoi ça poserait difficulté, parce que c'est
pas spécifié en fait de savoir de quelle fonction publique il faut venir, de quel poste il faut, enfin quel poste il faut avoir avant. À préciser peut-être quand même l'école sera, je pense, en mesure de mieux répondre que moi. C'est sûr. Puis je vois que la personne qui a posé la question demande, même pour les contractuels, alors moi je peux pas m'avancer là-dessus, mais il me semble que dans les critères... Il me semble que c'est agent de la fonction publique, enfin, et Ouais, ça comprend les contractuels. Je suis pas certaine effectivement qu'il y ait une différence. À revérifier auprès de la DSI Ouais. et de l'école. Ouais, à vérifier parce que je sais que dans les critères, il est précisé sur les 4 années que la formation avant titularisation n'est pas prise en compte. Oui, c'est seulement ça. Voilà. Ouais, ils ont changé ça, ouais. Donc il faut vérifier quand même. Hein, vous avez toutes les conditions pour concourir, vous les avez que ce soit dans l'ordonnance statutaire ou dans le règlement du concours qui est mis à disposition par l'école sur le site. N'hésitez pas à le consulter. C'est un peu une mine d'or d'informations. Il y a plein de choses, le site de l'école. Allez-y. Voilà. Mais oui, enfin, en tout cas, c'est vrai que sur le fond, à partir du moment où vous avez les 4 ans et que vous avez envie d'être magistrat, mais tentez le concours, en fait. À mon sens, il n'y a pas de difficulté. Personne n'a ajouté là-dessus. On passe. Deuxième ordre de questions qui se rattache un peu à la première, hein, mais qui a été beaucoup posée, c'est comment on révise de maintenant jusqu'au concours. Bon, je vais peut-être prendre là-dessus parce que c'est un peu une question multifacette. On a un petit peu commencé à y répondre dans nos réponses respectives, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas la réponse. Il n'y a pas de bonne, de mauvaise réponse. Non, mais c'est très vrai. C'est-à-dire qu'en fait, là, on n'est plus dans un cadre universitaire. Je vais beaucoup le répéter, mais c'est vraiment vrai. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans un truc où il y a monsieur machin, prof de droit, qui attend de voir si vous connaissez par cœur son cours et si vous avez lu son bouquin. C'est pas la question. Là, on est vraiment sur des gens qui se disent, est-ce que cette personne, demain, au regard de son écrit, est-ce que demain, cette personne, je suis angoissé à l'idée de l'avoir comme collègue? C'est ça qui est en train de se passer. C'est vraiment, on vous recrute pour être des professionnels opérationnels quelque part. Donc, savoir ce qu'il faut réviser maintenant, et ben vous regardez l'état. Si vous avez déjà fait des concours blancs, par exemple, vous regardez vos concours blancs. Est-ce que vous avez l'impression que ça va, que vous êtes meilleur aujourd'hui ou pas? Sinon, il faut identifier pourquoi et vous essayez d'avancer. Donc, ça passe par des entraînements. Ou si au niveau des entraînements, vous êtes OK, mais que vous avez peur de tomber sur ce sujet qui va vous ravager, et ben vous révisez ce sujet qui va vous ravager. Vous voyez, c'est un peu, c'est polymorphique, mais c'est précisément parce que ça s'adapte à votre situation. Moi, par exemple, dernier mois, j'étais catastrophiquement à la bourre parce que février-mars, c'était la pire période pour moi où c'est un peu le pic avec maladie, plus de motivation, enfin un bonheur. Donc avril-mai, pour moi, ça a été le rattrapage. J'ai charbonné comme pas possible pour manger tous les cours que j'avais loupés, pour absorber, essayer d'absorber le maximum et de faire le plus d'entraînement possible. Moi, j'ai pu parce que je travaillais pas à côté. C'est pas ce ne sont pas les circonstances de tout le monde. Moi, j'avais un encadrement qui me permettait de faire que ça. Je me doute que les professionnels en reconversion et les professionnels, peu importe du privé ou du public, voilà, c'est pas la même sauce, clairement. Mais vous faites avec ce que vous avez à disposition parce que c'est un peu comme quand on fait du sport. En faire un peu, c'est toujours mieux que de n'en faire du tout. Donc, peu importe ce que vous faites pour vous préparer, à partir du moment où vous avez fait quelque chose, vous n'arrivez pas avec rien d'aujourd'hui et vraiment, vous serez heureux de retomber sur vos acquis les jours des épreuves, vraiment. Oui, et encore une fois, c'est hyper subjectif parce que chacun effectivement a une situation différente, chacun va emmagasiner ses connaissances différemment également. Donc, on a des points forts, on a des points à améliorer. Enfin, on n'avance pas tous au même rythme. Mais je dois dire que avec la vie de famille plus l'emploi au quotidien, enfin mon organisation, c'était le soir et les week-ends, donc j'avais du mal à me dire que quand j'avais loupé un moment, je pouvais en retrouver d'autres. En réalité, c'était pas possible. Mais il fallait aussi accepter que certains soirs, je suis un petit peu plus crevée que la veille et du coup, je m'endorme sur mes linteaux de droit pénal et voilà, ça fait partie du jeu et c'est une réalité. On n'est pas des surhommes et des surfemmes. On fait aussi avec ce qui arrive au quotidien et ça permet aussi de démontrer une capacité d'adaptation qui est quand même
fondamentale pour l'exercice de ces fonctions. Et je pense que c'est aussi qui vous permettra de trouver votre propre rythme. Moi, je sais que le soir, enfin voilà, une fois que les enfants étaient couchés et que j'avais un peu de temps pour moi, je lisais, mais comme je savais que j'étais un peu crevée, des trucs un peu sommaires ou qui me faisaient plaisir, enfin qui étaient pour mon cerveau, on va dire, dans des temps de connexion agréable. Et puis le week-end, bah, c'était un peu plus précis, enfin voilà, précis, où je me bloquais 3-4 heures le matin, 3-4 heures l'après-midi, et puis bah, je me tenais un peu plus avec rigueur à mon emploi du temps du week-end que celui du soir, mais ça m'était très personnel, quoi. Ouais, je souscris tout à fait à ce qu'Adil et Sabrina ont dit. Moi, j'étais du coup dans la même situation que Sabrina, à avoir un emploi à temps plein, trop plein d'ailleurs. Et donc c'est vrai que bah en fait chaque petite 10 minutes, 20 minutes, en fait on se dit toujours j'ai besoin d'une plage. Enfin moi j'ai tendance à fonctionner comme ça, c'est-à-dire que je me dis allez il me faut une bonne plage de 2 heures pour être bien productive. Et en fait j'ai appris aussi à transformer un petit peu mes méthodes et à me dire bon voilà j'ai 10 minutes. Et bah 10 minutes je vais bosser un peu la culture G. Je vais aller lire 2-3 articles du Monde parce que ça va me faire du bien un petit peu. J'aurai moins l'impression de travailler, mais en même temps ce sera quand même pris pour l'épreuve de culture G. Le soir j'aurai un peu plus de jus quand même et un peu plus de temps, donc on va s'apesantir sur certains points que je maîtrise pas. Quand vous relisez des cours, à mon sens, il faut aller à l'essentiel. C'est-à-dire que le débat de jurisprudence, le débat de doctrine, c'est très bien quand vous voulez faire une thèse, c'est très bien quand vous voulez répondre, comme dit Adil, au point de monsieur machin, prof de fac, qui veut vous faire faire une thèse. Sauf que là, vous présentez pas une thèse, en fait. Vous êtes des futurs appliquants du droit. Donc, c'est très bien plus tard, quand vous serez justement en position de devoir prendre des décisions. Il faudra aller creuser un petit peu pour pas partir tout seul dans son coin et popper une jurisprudence qui vient de nulle part. Mais là, c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est d'avoir les grands principes, les grandes lignes bien en tête, d'avoir le bon schéma bien en tête. Et de ça, en fait, découlera les jurisprudences, vous aurez les codes, elles seront dedans, en fait. Le débat jurisprudentiel, il sera dedans. Et c'est pour ça que ça, à la rigueur, vous le laissez de côté. Si vous le connaissez, tant mieux. Mais là, dans la dernière ligne droite, ce qu'il faut, c'est que tous les principes, ils soient bien calés dans la tête et que vous ayez les bons réflexes. Ouais, ben je vous rejoins complètement tous les trois. C'est vrai qu'en fait, à ce stade, on peut plus aller dans le détail et dans les choses, on va dire, je dirais pas inutiles, mais qui vont pas être essentielles le jour J ou qui vont tout de suite nous venir à l'esprit. Donc c'est vrai que les débats doctrinaux, vous pouvez les mettre de côté. Et je vais reprendre ce qu'on a dit. C'est vrai que bah, l'entraînement, c'est essentiel. Et parce qu'en fait, en réalité, à ce stade, vous avez la plupart des éléments dans l'esprit. Vous n'avez pas l'impression parce que bah, c'est la panique. Mais en réalité, vous savez déjà les points essentiels pour la plupart. Donc là, dans le temps restant, c'est plutôt vous entraîner, corriger les éventuels écueils que vous avez, un point que vous comprenez toujours pas ou quelque chose qui vous échappe. Mais en fait, à ce stade, c'est aussi s'accorder du repos. Moi, je me reposais déjà tous les dimanches parce que j'estime que le dimanche, il faut dormir le matin. Et aussi, bah, comme Sabrina, il y a des soirs où j'étais plus fatiguée que d'autres et où j'avais pas envie de lire du droit public. Donc, bah, je pouvais regarder un documentaire, par exemple sur les hospitalisations d'office ou lire un article ou un livre parce que ça fait quand même travailler, même si on dirait pas. Ça nous fait revoir soit des points de droit, soit de la culture générale et en réalité, on est moins fatigué et ça nous fait pas perdre de temps à rien faire entre guillemets, même si rien faire à ce stade c'est ok parce que le cerveau a besoin de s'aérer et s'aérer le cerveau c'est essentiel pour arriver le jour J prêt et de pouvoir mobiliser ses capacités sans être surchargé ou fatigué. Ouais, complètement. Il y a une question dans le chat qui est passée, que j'ai vu passer. Est-ce que c'est normal de vouloir abandonner et ne pas y aller parce que je considère que je n'ai pas de connaissances, je n'ai pas l'impression d'avoir retenu grand-chose? Alors, oui. Oui, c'est normal. Oui. Non, il ne faut pas le faire. Non, oui, c'est complètement normal en fait, parce que bon, cette personne, je ne sais pas si c'est une personne qui fait une prépa par exemple ou qui bosse ou peu importe. Je ne connais pas les circonstances, mais en tout cas, ce qui est sûr, clair et net, c'est que on bouffe les connaissances matin, midi, soir, on n'en peut plus, ou alors que le soir et que les week-ends ou que quand on peut. C'est une catastrophe. C'est vraiment une année où on emmagasine
des quantités beaucoup trop importantes euh, pour un cerveau humain, en fait, en si peu de temps. Donc, c'est absolument normal de là, tout de suite, maintenant, d'avoir l'impression que si on vous met au pied du mur, vous êtes incapable de faire la moindre chose qui soit en cohérence avec ce qui est attendu ou de faire la moindre chose qui soit potable. C'est tout à fait normal. En revanche, c'est complètement faux. Voilà, comme ça vous savez, c'est un petit peu de la magie noire, mais c'est vrai, c'est-à-dire que le jour où vous êtes devant la feuille avec vos 8 mois de galère à réviser machin, vous arrivez devant la feuille, on vous sort les mers et les océans. Bon, vous pleurez 3 minutes, ensuite on se ressaisit, on réfléchit, et en fait, il y a plein de choses à dire. Parce que vous avez bossé, parce que vous avez une expérience de vie qui est la vôtre. Je sais pas, peut-être que votre père, il est pêcheur, et que donc vous connaissez plein de trucs sur la mer, je sais pas. Ou alors vous avez bossé par exemple, vous êtes attaché d'administration et vous êtes à la direction régionale territoriale. Bon bah voilà, vous avez des trucs à dire. Ou alors vous êtes un étudiant en droit qui se fout royalement de tout ça, mais vous avez regardé mes mots et vous avez des choses. Enfin, je caricature, mais il y a toujours des trucs à rattraper et vous connaissez des choses. Pareil, en droit pénal, vous pouvez vous dire non mais c'est une catastrophe, je sais pas appliquer machin. Vous tombez sur un cas pratique de pénal. Bonjour, c'est mon cas. En fait, il y a un code et donc le code, vous savez l'utiliser. Vous avez quand même un cerveau qui est bien fait parce que vous êtes des juristes et que nous sommes des gens exceptionnels. Ou des sciences pistes, ça marche aussi. Et donc, vous savez l'utiliser, votre code, en fait. Donc, vous suivez les dispositions. Vous verrez que c'est bien, c'est dans l'ordre, c'est super, ça marche bien, en général. Et donc, vous appliquez le régime. Et ça marche parce que vous savez faire, parce que vous vous êtes entraîné et parce que vous avez appris au cours de votre cursus et puis même pendant votre prépa, vous avez repris des choses. Enfin, voilà, vous avez l'impression de pas savoir parce que, enfin, en tout cas, moi, c'était mon cas, j'avais cette impression, je partageais cette impression parce que j'étais un peu dans le truc de je ne savais pas ce qu'on allait me demander. Et donc, en voulant être absolument parfaitement préparé, on ne sait pas ce qu'on va nous demander, cette incertitude fait qu'on est déstabilisé, on ne sait pas trop ce que, voilà, on a l'impression de ne pas pouvoir répondre. C'est faux. Voilà. C'est normal de le ressentir, c'est tout à fait normal à ce stade, c'est complètement faux. Trust in the process, ça va le faire. Bah, je te rejoins totalement, Adil. En fait, je pense que cet effet d'avoir l'impression de rien savoir, c'est parce que bah la personne, enfin, doit être fatiguée en fait. Enfin, vraiment, 8 mois de prépa, c'est épuisant et le stress et effectivement de pas savoir aussi ce qu'on va avoir. Donc c'est normal. Il faut respirer un beau coup, peut-être s'accorder du temps, au moins une journée pour souffler et repartir à bloc. Mais c'est vrai que le jour J, en fait, avec l'entraînement et l'habitude, on arrive à mobiliser des choses insoupçonnées et exceptionnelles. Donc voilà, notamment en culture G, où on se rend compte qu'en fait, on a forcément des choses à dire, même si c'est des références qui ont l'air pas valables, de type bah exactement Nemo, alors qu'en réalité, ça se mobilise. Donc il faut vraiment juste souffler. Mais c'est incroyable, Nemo. Moi, j'ai déjà mis Taylor Swift, donc voilà. Donc vraiment, je pense qu'il faut respirer et ça va aller. Et en tout cas, tu sais plus de choses que ce que tu crois. Ouais. Tout à fait d'accord avec tout le reste. C'est normal hein, d'avoir cette sensation-là. On l'a tous à un moment donné. Ça se présente pas de la même manière. Et c'est pas parce que les gens autour de vous, peut-être qui préparent le concours, ont l'air ultra confiants, ont l'air ultra carrés, ont l'air ultra... Ça veut rien dire. Ça veut rien dire parce que déjà, il y a des gens qui s'auto-alimentent en fait en se rassurant comme ça. Vous, ça vous stresse, mais peut-être eux, ça les rassure. Là, pour le coup, faut être focus sur soi. Enfin, sur comment nous, on sait. Voilà. Mais c'est une sensation qui est totalement normale. Il faut y aller. C'est terrible parce que je me souviens à l'époque, jadis, quand je passais le premier concours et où j'entendais vous avez rien à perdre. Et j'avais tellement envie de m'énerver contre ces gens qui disaient ça. Parce que moi, c'était l'objectif de ma vie, en fait. Alors, c'est un objectif. C'est ultra important. Ça, c'est pas nié. Mais vous n'allez pas en mourir. Et personne n'en mourra si vous ne l'avez pas. Donc, partez du principe que vous n'avez rien à perdre. C'est pas une référence au bronzé, mais je viens d'y penser maintenant, mais vous n'avez rien à perdre. En fait, sur un malentendu, on peut conclure, quoi. Et surtout, si je puis me permettre,
À titre personnel, la culture générale, j'ai cru que vraiment c'était un signe du destin de jamais je serai magistrat. J'ai la petite chanson d'Ariel sous l'océan qui a traîné dans ma tête pendant à peu près 1 heure. Et en fait, vraiment, je suis sortie, j'étais dépitée. Je me suis dit, c'est la première épreuve, ça va être comme ça toute la semaine, sérieusement. Et j'ai eu de la chance d'être bien entourée et donc d'avoir quelqu'un qui m'a reboosté en mode allez, tu vas, tu lâches pas. Ça va être pareil pendant la semaine du concours. Ne lâchez pas. C'est pas parce que vous avez une épreuve qui a posé problème et vous avez peut-être eu un peu plus de mal que le reste va être à cette image-là. Donc c'est normal d'avoir cette sensation-là. C'est votre tête qui vous raconte des choses. Ne l'écoutez pas pour le coup. Vraiment, ne l'écoutez pas. Vous savez pas ce qui peut ressortir. Il y a des trucs qui pop, mais il y a des fois on sait même pas où est-ce que c'était rangé dans la tête. Donc faites-vous confiance. Vous avez plus de connaissances que vous ne le croyez. Et vous avez toutes vos chances pour y aller. Et réussir. Ouais, je partage ce que vous avez mentionné, et puis je crois que j'ai pas beaucoup de choses à ajouter à ça, et je peux peut-être faire le lien avec les concours blancs, parce que finalement, dans ces moments-là, moi, ce qui pouvait me raccrocher, c'était aussi de relire certaines compositions en me disant bah finalement ça a bien fonctionné, et puis ça me permettait d'avoir des axes de progression aussi en tête, et c'était plutôt ma façon de réussir à me remotiver dans les moments un peu de down. Mais du coup on partage tous ces périodes-là, on les traverse alors pour certains de manière un peu plus forte que d'autres, mais voilà, dites-vous que c'est un cheminement relativement normal, et trouver ce qui va vous permettre de le dépasser et de continuer à rester motivé jusqu'au jour J, parce que la semaine d'épreuve elle est intense, et elle nécessite encore beaucoup de motivation pour aller jusqu'au bout et de ne pas lâcher. Donc finalement, je crois que lâcher ça peut aussi induire quelques regrets, alors que d'aller jusqu'au bout, bon bah même si on n'a pas été performant, on a pu faire aussi ce à quoi on s'était engagé dans ce périple de révision et de passage de concours. Et il y a une forme de satisfaction aussi d'être allé jusqu'au bout. Donc peu importe ensuite ce qui en ressort, j'ai envie de dire. Ouais, je suis complètement d'accord. Et ça va nous amener, très, très bonne transition, ça nous amène sur les concours blancs, parce qu'on a cette question, je pense que c'est plus pour les gens qui sont en prépa, INVI, tout ça. Quid des concours blancs? Est-ce qu'on les fait tous? Est-ce qu'on n'en fait pas? Est-ce que machin? Bon. Perso, je vais vous le dire très clairement. Je sais pas chez qui on m'entend. Je peux entendre le retour. Mais en fait, les concours blancs, moi, la première année, j'ai forcé pour tous les faire. Ça m'a ravagé. À la fin, j'avais plus d'énergie. Je suis arrivé complètement éclaté au concours. La deuxième année, j'en ai fait 4. Voilà. J'en ai fait vraiment 4. Enfin, quand je dis que j'en ai fait 4, c'est 4 que j'ai soumis à correction. Donc 2 dissertes de culture générale et 2 dissertes de droit. Fin de la discussion. Parce qu'en fait, j'étais arrivé donc avec ce manque de temps où j'en avais beaucoup à rattraper, j'avais plus rien à faire. Et en fait, je me suis posé, je me suis dit bon, Adil, si tu fais tes concours blancs, très bien, je t'en prenne. Maintenant, si tu les envoies pour correction et qu'on te renvoie une note éclatée, ça va juste pourrir le peu de motivation, de joie de vivre et de bonheur qui reste dans ma vie. Donc clairement, c'était vraiment pragmatique. C'était est-ce que là, tout de suite maintenant, j'ai les genoux suffisamment solides pour encaisser un 2/20 en cas pratique de pénal, ou en composition de peu importe, et de me relever après, parce que on est tout seul dans notre vague là, et donc il faut quand même réussir à se relever tout seul, même si on a des gens super qui nous entourent, on est un peu tout seul dans l'aventure, quoi. Donc très clairement, moi j'ai envie de dire, c'est pas une obligation du tout d'envoyer les concours blancs et de tous les faire impérativement. Pas une obligation. En revanche, si on n'envoie pas les concours blancs, on s'entraîne quand même, tout seul, peu importe, mais on s'entraîne. C'est absolument indispensable à mon sens. Vous n'êtes pas obligé de vous prendre les remarques de correcteurs, c'est pas nécessaire. En vrai, vous trouverez des modèles, vous trouverez des annales avec des éléments de correction. Vous pouvez utiliser ça. Entraînez-vous. Enfin, pour moi, très clairement, il faut s'entraîner. Quid des concours blancs, c'est voilà. Mais y a-t-il besoin de renvoyer pour correction à la prépa et de se prendre une baffe? Non. Voilà. Alors moi, je vais apporter une nuance, parce qu'en prépa talent, c'est un peu particulier. Comme on est boursier, on est obligé de faire les concours blancs. Nous, c'était tous les vendredis matins.
dans une matière déterminée par les enseignants. Et en plus de ça, on avait 3 concours blancs qui duraient toute une semaine. Donc moi, pour le coup, j'ai fait tous mes concours blancs jusqu'à la fin. Dans le dernier mois, on avait encore des concours blancs parce qu'on les avait demandés, mais ils nous mettaient pas de notes. Un peu comme Adil, en fait, pour pas qu'on soit plombé. Et Dieu merci parce que 3 mois avant, j'ai eu un 7 en disserte de pénal et j'ai cru que c'était la fin de ma vie. Donc je dirais qu'il faut, en fait, je dirais comme Adil, moi c'était particulier, mais je pense qu'il faut quand même les faire parce que bah il vous faut des sujets pour vous entraîner, mais que vous n'êtes pas obligé de vous imposer des correcteurs parce que parfois ça peut être un peu violent les commentaires, surtout quand c'est pas en face à face. Quitte à vous corriger entre vous si vous préparez avec des amis, vous dire bon bah là j'ai fait ça comme plan, qu'est-ce que t'en penses? C'est parfois plus facile de recevoir ces commentaires-là que des commentaires de correcteurs. Mm. En fait, peut-être que ça dépend aussi de l'esprit, enfin l'état d'esprit dans lequel vous vous trouvez, parce que, alors moi perso, j'ai fait une prépa et j'ai rendu tous mes devoirs, mais parce que en fait j'avais vachement besoin d'avoir de retour et pas que pour être rassurée. Enfin, par moments, oui, ça venait rassurer ou ça me permettait d'avancer sur les points, mais surtout, en fait, ça me permettait d'avoir une rigueur dans la gestion du temps et je crois que rendre ces choses en temps contraint, ça m'a aussi aidé à composer le jour J en temps contraint. C'est-à-dire que du coup, ça m'a vraiment mis focus sur ma gestion du temps sur toute l'année de prépa. Et alors, c'est certes peut-être un challenge que je me suis fixé, mais personnellement, parce que ça venait m'aider à être dans cette gestion du temps. Mais ça m'a beaucoup aidé, en tout cas, d'avoir cette rigueur dans la transmission des devoirs pour obtenir ensuite la correction. Donc chacun, j'ai envie de dire, va aussi s'adapter en fonction de sa personnalité et de son état d'esprit aussi, quoi. Alors moi, j'avais pas pris de prépa pour les écrits, donc la question ne se pose pas de rendre des concours blancs. J'ai été accompagnée par un magistrat à la retraite qui m'a fait faire des compositions en culture G. Donc là, pour le coup, ça me fixait une date butoir. C'était pas mal. J'en avais besoin. J'avais la chance d'avoir des retours très bienveillants où on décortiquait vraiment. Donc ça m'a aidé quand même pas mal. Ce qu'on a fait aussi, et ça, vous pouvez, je pense, le faire aussi un peu tout seul ou à plusieurs, selon comment vous préparez, c'est de poser un sujet et d'y réfléchir et en fait de faire un plan détaillé. Parce que parfois on n'a pas le temps de rédiger, enfin je parle peut-être pour les gens qui travaillent à côté, moi j'avais pas forcément le temps de me caler 5 heures systématiquement, alors dans la semaine c'était même pas la peine, et le week-end, bah, à un moment donné on a aussi envie de pouvoir se poser, on peut travailler 2 heures puis 3 heures plus tard dans la journée, mais 5 heures d'un coup c'est pas toujours évident à caler. Donc la méthode des plans détaillés, elle était pas mal et donc ça me faisait quand même des entraînements. On reste toujours sur la même dynamique, il faut s'entraîner, c'est important. On se dit toujours tiens oui j'ai des idées à la volée, mais quand il s'agit de mettre un plan et de commencer à mettre des idées, c'est plus exactement la même chose, quoi. Et voilà. Et pour les cas pratiques, pour le coup, j'ai repris en fait des sujets précédents et j'ai corrigé à l'aide de mon compagnon. Donc c'était moi ma petite cuisine interne. Donc un peu moins concernée par la question, mais quelques éléments quand même. Ouais, mais c'est vrai que ce que tu dis est important. Je précise, quand on dit s'entraîner tous les 4, ça veut dire dans les conditions. Hein, parce que 10 heures pour un écrit de culture générale, on en a besoin à un moment, mais c'est plus possible à un mois du concours. Hein. Donc c'est vraiment dans les conditions. Et effectivement, si 5 heures c'est trop, parce que au vu de votre organisation familiale ou personnelle, c'est trop, si vous faites des plans détaillés, aucune difficulté. En revanche, vous adaptez le temps qui est nécessaire. Ça veut dire que vous y mettez le temps que vous auriez pour faire le plan le jour J. C'est ça, moi je me fixais 2 heures. Je me fixais 2 heures, mais ça c'est mon organisation perso. Donc voilà. Et ça nous donne, c'est le tremplin pour la question d'après, mais en fait à laquelle on a un peu répondu. C'est quoi la gestion du temps lors des épreuves? En fait, on peut pas vous donner de réponse comme ça, enfin, je pense pas, à part, si vous vous êtes entraîné avant, normalement vous avez à peu près la vision de ce que vous êtes capable de faire en combien de temps. Vous savez qu'à peu près, par exemple, moi c'était 1h30, 2 heures pour le plan, parce qu'il me fallait 3 heures de rédaction pour globalement faire les 2 parties, 2 sous-parties, en gros. Mais ça vient avec la pratique, vous l'affinez avec la pratique, et je pense qu'il y en a une très grande partie d'entre vous qui savent à peu près aujourd'hui
voilà, en dissertation de 5 heures, bon bah je sais que j'ai à peu près tant pour la relecture quand on a le temps, temps pour la composition, puis temps pour la réflexion avant. Vous voyez. Donc, je sais Ouais, pas puis si. pardon, Andy. Et parfois, ça demande Non, aussi un peu d'adaptation le jour J, parce que par exemple, sur le troisième concours, c'était la première année suite à la réforme que les épreuves se produisaient de la sorte, donc on savait pas du tout, par exemple, sur la QRC, combien il y aurait de questions. Donc, on est aussi parti un peu à l'inconnu et quand on a tous découvert qu'il y avait 3 questions, le réflexe c'est de regarder le nombre de points. Si des questions ont plus de points, nécessairement elles demandent un peu plus de développement. Enfin, vous voyez, après, c'est aussi de vous adapter à ce que l'on vous demande. Il y a des sujets où vous allez percevoir d'emblée qu'il va falloir développer un peu plus. Et c'est aussi ça que demande la gestion du temps. C'est dans les premières minutes de la lecture du sujet, que ce soit celui de notes de synthèse, de QRC, de droit pénal, de dissert. En réalité, vous devez aussi tenter de vous faire un petit plan de gestion du temps pour que vous puissiez vous y tenir autant que possible pendant l'épreuve. Mais je rebondis sur ce que tu disais, Adil, parce que typiquement, enfin, moi je suis pénaliste et donc ma matière de prédilection c'était le droit pénal et le cas pratique était extrêmement long. Et le jour de l'épreuve, quand je me suis aperçue qu'il me restait 1 heure et qu'il me restait encore 3 questions, je me suis dit, oh là, il va falloir avancer un peu plus vite. Et j'avais eu à cœur de beaucoup développer les qualifications et en réalité, j'ai fait le choix de terminer très rapidement et de quand même pouvoir boucler les 3 dernières questions en à peine 1 heure. Mais finalement, même quand on est bien entraîné, des fois le jour J, on fait aussi enfin voilà, on va pas être toujours dans la meilleure gestion du temps. Et il faut quand même se poser un moment pendant l'épreuve pour dire oh là, qu'est-ce qui me reste, quel choix je fais pour quand même essayer de terminer qui se présente à moi. Ouais, moi je vous rejoins tous les deux totalement. C'est vrai qu'avec l'entraînement, en fait, on apprend, on sait en fait combien de temps on a besoin de brouillon, combien de temps on a besoin pour rédiger. Moi, j'étais plutôt comme Adil, j'avais besoin de pas mal de temps pour rédiger. Donc je me fixais 2 heures, 2 heures et quart maximum au brouillon. Mais la preuve de l'adaptation, j'ai passé un peu plus de temps le jour J sur la culture G parce que il fallait trouver des idées. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, en fait, il faut stopper le brouillon. Parce que si vous passez 4 heures au brouillon, vous n'aurez jamais le temps de rédiger. Donc si au bout de la moitié, voire un peu plus de l'épreuve, vous êtes encore sur le brouillon, il faut direct passer sur la copie parce que le correcteur va voir que votre copie. Donc, euh, donc voilà. Et l'important surtout, c'est de terminer. Il faut que votre dissert de culture G, elle finisse par une conclusion, que le cas pratique, vous ayez répondu à toutes les questions parce que en fait c'est là que vous allez gratter le maximum de points et surtout pour les cas pratiques je rejoins Sabrina, il faut être stratégique et viser les points, passer plus de temps sur la question à 8 points qui par exemple pour nous je crois était la qualification, je crois qu'elle était sur 8 ou un peu plus et moins passer de temps sur une autre question qui va être sur 2 points. Donc c'est en fait une gestion stratégique et aussi le fait de vous connaître et ça passe par l'entraînement. Donc vraiment je rejoins et Adil et Sabrina pour le coup. Et moi, je vous rejoins tous les trois, en fait. Concrètement, c'est une course contre la montre, ces épreuves. Régulièrement, on entend les professeurs de prépa derrière dire moi, j'ai pas pu terminer dans les temps. Bon, c'est un peu le côté perfectionniste. Donc là, je vais redonner le conseil que m'avait donné un prof de Master 2 qui était magistrat, de dire le mieux est l'ennemi du bien. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous ne pourrez pas faire la copie parfaite partout. Ce sera pas la peine d'aller creuser, d'aller chercher la petite JP. Ça rejoint aussi un petit peu tout à l'heure ce que je disais sur les révisions. À un moment donné, il faut aussi savoir aller à l'essentiel. Le temps vous est compté et ce qu'il faut, c'est que ce soit intelligible et que votre correcteur suive votre raisonnement. Si vous n'avez pas toutes les petites fioritures, si vous n'avez pas toutes les JP, tout ça, machin, c'est pas grave. Si le raisonnement se tient et qu'il est compréhensible, tant mieux. Essayez, je sais que c'est pas toujours évident, mais essayez de vous ménager quand même un peu de temps pour la relecture. Moi, ça m'a évité de laisser des fautes d'orthographe plus grosses que moi parce qu'à un moment donné, dans la rédaction, on va trop vite et l'esprit il va pas aussi vite que la main. J'en ai quand même laissé parce que j'ai relu mes copies et j'étais désespérée de voir qu'au bout de la 3e ligne, il y avait encore une faute. Donc voilà, prenez le temps de vous relire et parfois ça permet aussi de rajouter des petites idées. Typiquement,
cas pratique de droit pénal. Dans les droits de la victime, dans le cadre de l'instruction, j'avais juste oublié le droit à l'avocat, ce qui est un petit peu embêtant quand même. Donc voilà, ce genre de choses, c'est aussi à la relecture qu'on peut rattraper des petites choses. Et voilà, c'est de la gestion stratégique. Cas pratique, vous allez voir tout de suite les points. C'est comme les épreuves du bac, là pour le coup, c'est vraiment, on essaie de marquer des points. Et tant pis si c'est pas parfait, c'est pas grave. Ouais, c'est clair. Alors, il y a une personne qui nous a demandé dans le chat, pour les phrases d'accroche, on arrive à en trouver facilement le jour J pour les épreuves concernées. Oui. Ça dépend. Ah, ouais, je sais pas si ça peut aider parce que sur le troisième, j'ai pas eu besoin de phrases d'accroche, mais en tout cas, il y a 20 ans, quand j'avais été 2 fois admissible, je m'étais fait un petit carnet de phrases rattachées à des sujets divers et variés ou qui pouvaient fonctionner, si je peux dire, sujet, mais des phrases qui me plaisaient, enfin, dont j'étais certaine de pouvoir me souvenir parce qu'elles faisaient écho ou parce que j'y percevais un intérêt. Donc, enfin voilà, tu lis la question, Attila, du coup, ça me fait remémorer il y a quelques années ce petit moyen. Je sais pas si ça peut servir à certains candidats, mais et puis vous, peut-être vous aviez d'autres façons d'arriver à l'épreuve. Moi, j'étais comme toi aussi. J'avais un super tuteur au réseau magistrature qui m'a donné ces phrases d'accroche. Et que je rajoutais, mais pareil que Sabrina, en fait, il faut pas apprendre des phrases d'accroche trop longues ou que vous aimez pas, parce que en fait, vous les retiendrez pas. Et peut-être essayer de trouver des phrases un peu généralistes qui peuvent servir sur plusieurs sujets. Et dans tous les cas, si on n'a pas la citation parfaite de je sais pas, moi, Victor Hugo ou que sais-je, dans ces cas-là, vous pouvez toujours mettre une actualité, un fait. Enfin, je veux dire, c'est pas forcément obligé d'être une citation parce que il y a certains sujets qui s'y prêtent pas. Donc, l'esprit, en général, trouve toujours une petite anecdote ou quelque chose qu'on peut mettre pour introduire la copie. Vous torturez pas en fait si vous en trouvez pas spontanément. C'est-à-dire que c'est joli, c'est bien. On vous dit partout que effectivement c'est comme ça qu'on commence pour la culture G. Ça vient pas toujours. Quand j'avais passé la première fois le concours, c'était il y a trop longtemps maintenant. C'était la solidarité. J'avais rien qui me venait à l'esprit. J'ai laissé tomber. J'ai fait une phrase généraliste. Cas pratique, pas de phrase. Vous allez directement. Vous prenez le premier titre, pas de phrase d'accroche. Hein. On est sur de l'efficace, de l'opérationnel. Et la note de synthèse, ça va venir en fait du dossier. Donc en réalité, il y a rien à produire de particulier là-dessus. Comme disait Sabrina, retenez des phrases qui vous parlent. C'est pas la peine. Moi, je suis partie de la team. Franchement, les citations, si je les trouve pas jolies et qu'elles m'inspirent pas, ça rentre par une oreille, ça sort par l'autre. Là, pour les océans et les mers, c'est parce que j'adore Saint-Exupéry et ça a popé comme ça. On sait pas d'où ça vient les connaissances. Voilà. Ça pop comme ça d'un coup d'un seul. J'étais très fière d'avoir mis cette situation et je me suis dit, voilà, j'aurai un point. Concrètement, sur 20. Voilà. C'était la seule chose. Mais vous martelez pas, là-dessus. Pour le coup, c'est de la perte de temps, c'est de la perte de cerveau disponible. Et le jour J, ça va vous stresser plus qu'autre chose. Et c'est pas là-dessus que se fonde votre raisonnement. Ce qu'on veut savoir, c'est si vous êtes capable de raisonner. Est-ce que vous comprenez le monde dans lequel vous êtes pour la culture générale, et est-ce que vous êtes capable de syllogisme pour les cas pratiques. Et la note de synthèse, encore autre chose. Et en même temps, parfois, il y a aussi des besoins de commencer par une première phrase, et tant qu'on n'a pas mis cette première phrase, on a du mal à dérouler le reste. Et tu vois, la question aussi de la page blanche, de comment je m'organise, et puis une fois qu'on est lancé, ça aide aussi à un peu mieux dérouler. Donc c'est vrai que avoir ce petit mémo, je sais qu'en librairie, il y a plein de dictionnaires de citations, des plus simples, des plus complexes. Choisissez aussi ce qui vous convient, et puis si ça vient vous sécuriser pour que le premier jour, la première minute de rédaction vous arriviez à dérouler, faites-le. Si vous pensez que vous avez suffisamment de vécu, d'imagination, de connaissances, peu importe, voilà, faites-vous aussi confiance sur vos besoins, quoi. Ouais, complètement. Et une deuxième question du chat concernant le droit public. Auriez-vous des conseils sur les révisions pour le dernier mois si on est un peu perdu avec la matière? Je pense que c'est du premier concours, donc c'est pour nous, parce que c'est aux écrits. Je vais être très honnête avec vous. Le droit public, moi, je me suis lamentablement ramassé. Moi aussi. Voilà. On fait manger un mur
que les sujets sont un petit peu méchants, mais bon, il y en a un des deux qui est un peu vilain. Mais globalement, là-dessus, je vais être réaliste. Si vous n'êtes pas spécialisé en droit public ou que vous n'aimez pas ça, ce qui me semble être une bonne partie quand même des gens qui sont au premier concours, malheureusement, c'est du par cœur. Vous n'allez pas faire autre chose. Je suis désolé, ça va être nul, mais c'est vraiment ça. C'est-à-dire que je pense qu'une grande partie des gens du premier concours ont dû apprendre la Constitution. C'est nul, mais ça marche. On a dû apprendre des plans de sujets. Voilà. Je suis désolé, c'est pas fun. Il n'y a pas vraiment à développer là-dessus, vraiment. Enfin, en tout cas pour moi. Ouais, bah non, mais je suis d'accord avec toi parce que je me suis ramassée aussi. Ça me traumatise toujours autant, même si Dieu merci, on est là. Après, moi, toujours, vu que j'étais en prépa talent, c'était particulier parce qu'on avait quand même des cours assez réguliers en prépa, des concours blancs. On en avait pas mal en droit public. Mais c'est vrai que là, bah, typiquement, ça va rejoindre une autre question qu'on a sur comment faire une épreuve qu'on maîtrise pas, où on maîtrise pas le sujet. Pour la première question, nous, qui était la dissolution, c'était assez évident que ça allait arriver. Donc, en soi, moi, je l'avais plutôt révisé. Par contre, pour le préfet de département, ça m'était complètement passé sous le nez. Donc là, oui, je vais rejoindre Adil. En fait, c'est le problème du droit public, c'est que c'est du par cœur. Donc là, à part lire et apprendre, ça va être, c'est un peu compliqué. Après, si c'est une épreuve que tu maîtrises pas, là, dans le temps, on va dire un peu contraint, c'est plutôt prendre des ouvrages synthétiques. Pas prendre un précis droit public, ça va être prendre des mémentos, par exemple, vraiment très courts, pour avoir l'essentiel et en fait pouvoir mobiliser les connaissances dans un plan le jour J et dans un temps très restreint parce que le droit public c'est quand même très court comme épreuve. Donc là c'est vraiment apprendre par cœur un minimum d'informations, mais des informations de qualité pour pouvoir les ressortir. Ouais. Les principes généraux du droit public, vous voulez manger en long, en large, en travers, parce que peu importe le sujet. Moi, sur le préfet de département, je vais être très clair, je savais que c'était un préfet, bravo à moi. Je savais que donc ça faisait partie de l'exécutif, youpi. Et après, c'était vraiment, il a des missions. J'étais pas capable de citer précisément toutes les missions, mais il y en avait certaines qui étaient évidentes. Pourquoi? Parce qu'il y a de la police administrative, grand principe. Ok, elles sont encadrées par des règles. Ok, principe de proportion, nécessité, en avant. Voilà. Je me suis ramassé, mais j'ai sauvé des meubles et très clairement, c'est ça qui a sauvé la demi-chaise et la moitié de palissade qui ont réussi à passer la porte, quoi. Franchement, voilà. Et on y revient comme on vous l'a dit tout à l'heure. Vous avez 5 matières, le premier concours. Vous avez 5 épreuves. Le droit public, c'est un coefficient 2. Si à la fin, vous êtes au pied du mur et que vous êtes en train de choisir entre réviser le cas pratique, réviser les matières de droit ou réviser le droit public, de droit civil pénal, je m'entends, et réviser le droit public, vous lui faites un bisou, vous le mettez au lit et vous passez sur le coefficient 4. Parce que là, on est dans une optique de on sauve les meubles, on gratte le plus de points possible. Si vous pouvez avoir un 10 en droit public, mais que vous mangez un 6 en dissertation, ou à l'inverse, vous avez un 10 en dissertation et un 6 en droit public, vous me prenez le 6 en droit public matin, midi et soir. Là, c'est purement mathématique. C'est pas une question d'appétence. Si vous préférez le droit public, évidemment, vous aurez un meilleur niveau. Mais mathématiquement, il vaut mieux sécuriser les autres matières, les autres épreuves. Et le droit public, on fait ce qu'on peut. On y va. Ça veut pas dire qu'on fait rien. Ça veut dire qu'on fait ce qu'on peut dans la limite du possible. Parce qu'on est des êtres humains et on est contraints à la fois en énergie et en disponibilité de cerveau. Voilà. Gestion de la semaine des écrits et du stress. Le grand sujet. Attendez, non, parce que c'est vrai, Maëva, tu as évoqué le hors-sujet. Peut-être qu'on fait le hors-sujet avant le grand sujet. Ouais. Effectivement. Donc, comment gérer une épreuve quand on arrive le jour J et que le sujet, on ne le maîtrise pas? Comment éviter le hors-sujet? Ça tout dépend de l'épreuve. Voilà. Pour la culture générale, le hors-sujet, en fait, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais le hors-sujet, ça me semble un peu compliqué. Dans la mesure où le grand jury, dans son immense sagesse, a décidé non seulement de vous mettre un sujet, donc vous avez votre sujet, l'intitulé du sujet, bon, les mers et les océans, super, mais vous avez le nom de l'épreuve, donc compréhension du monde
composition, sur la compréhension du monde contemporain, blablabla. Et vous avez un sous-titre qui vous dit la composition porte sur les aspects philosophiques, économiques, politiques, machin, bidule, sociologiques, enfin tout ça, du sujet. Donc on vous guide, on vous dit ok, vous avez le droit de parler de philosophie, de politique, d'économie, vous avez le droit de parler de tout ça. À partir de là, vous êtes assez guidé sur la culture générale. Vous devez déterminer le sujet, évidemment, c'est dans la méthodologie de l'épreuve, si vous voulez, mais je pense pas que le danger soit un hors-sujet sur la culture G, mais plutôt d'oublier une partie importante, voire indispensable du sujet. Et là, malheureusement, c'est à la fois la préparation, c'est-à-dire que le jour J, si on tombe sur un sujet qu'on connaît pas, on connaît pas. À la fois la préparation, mais aussi vos réflexes de personnes qui se sont entraînées. Ça veut dire que vous êtes parfaitement capable, croyez-nous, vous êtes parfaitement capable de vous rattraper aux branches. Personne, je dis bien personne de notre promotion n'est océanologue. Absolument personne. Personne non plus n'est spécialisé dans tout ça. Donc, voilà, on a réussi à se rattraper à peu près tous autant. Et voilà. Vas-y. Oui, bah moi je te rejoins. C'est vrai que le hors-sujet ça fait peur. C'est impressionnant, mais en réalité, bah je reprends pour la culture G. C'est si vous maîtrisez la méthodologie, c'est compliqué de faire du hors-sujet. Et en fait, même sur un sujet qu'on connaît pas, type les océans et les mers, quand vous maîtrisez la méthode, vous trouvez forcément des éléments pertinents à ajouter. Typiquement sur les océans et les mers, il y a un moment j'ai parlé des Vikings, je crois, donc ou des pirates. Donc voilà. Donc en vrai, il vous faut juste poser le cadre. Une fois que vous avez défini, par exemple pour les dissertations de civil ou de pénal, les termes du sujet, il faut vraiment rester dans ce cadre-là. Et vous arriverez toujours à mobiliser des choses parce que vous avez révisé. Et qu'en plus, pour les dissertes, il y a les codes. Parce que c'est vrai que sur la disserte de civil, moi j'étais civiliste, donc j'étais contente. Mais j'ai vu beaucoup de pénalistes sortir le code et vite fouiller dedans. Et donc vous pourrez toujours vous appuyer soit sur vos connaissances, soit sur les codes, tant que vous avez défini le cadre de votre sujet, grâce notamment aux termes du sujet, vous maîtriserez à peu près le cadre du coup et vous sortirez pas de celui-là pour faire du hors-sujet. Donc il faut vraiment pas vous stresser avec ça. En général, vous arrivez préparé, donc les hors-sujets, vous les évitez rapidement. Hop, c'est clair. Sur les autres épreuves maintenant, notamment sur la dissertation de droit, pour le premier concours et donc pour le deuxième aussi. Il me semble que le troisième, vous n'en avez pas. Non. Non, on a un cas pratique, mais pas de dissert. Ok, voilà, c'est ça. Donc, pour le premier concours et le deuxième concours, par pitié, s'il vous plaît, et je vous le dis parce que c'est arrivé notre année, quand vous avez un sujet qui tombe en dissertation de droit, vous regardez, normalement, le directeur de centre d'examen vous le crie au micro quelle épreuve c'est, donc civil ou pénal. Vous revérifiez 40 fois s'il faut, vous l'entourez, vous le surlignez, vous mettez des étoiles, des papillons, qu'est-ce que vous voulez. Vous ne vous plantez pas de matière. Parce que nous, on a eu l'exécution provisoire et le double degré de juridiction. Donc, c'est un sujet qui est transversal. C'est à la fois du civil et du pénal et du commercial et de ce que vous voulez. On a des gens qui se sont plantés de matière, en fait, et qui ont fait une dissertation de droit pénal parce qu'il y avait les affaires politiques ultra médiatiques à ce moment-là et que donc leur cerveau, il est passé en mode autopilote et il est passé dessus. Et ben ça, à mon sens, c'est vraiment le seul hors-sujet possible, mais vraiment hors-sujet catastrophique sur une épreuve de l'ENM, c'est-à-dire que là, c'est pas rattrapable, quoi. Malheureusement, c'est catastrophique. Donc, pitié, lisez 40 fois s'il faut l'intitulé de la matière pour ne pas vous planter. Mais à part ça, franchement, voilà, encore une fois, vous êtes des juristes compétents. Ou vous êtes des non-juristes, mais qui avaient révisé largement le droit pour le concours. Vous avez des cerveaux qui fonctionnent parfaitement bien, vous êtes parfaitement capable de le faire. Et donc, le hors-sujet, en vrai, voilà. Je vois que je me fais engueuler parce que j'ai dit que le deuxième concours avait une dissertation. C'était complètement faux. Et je vous présente mes plus plates excuses. Voilà. Mais
Mais Ah, c'est mais Louise, j'ai le les lien, ça y conseils, est. les conseils sont valables aussi pour les questions-réponses courtes en réalité parce que ça demande aussi un peu de structuration et de pouvoir donner les idées sur les questions-réponses courtes. Donc, que si on a peur du hors-sujet sur une question ou si on maîtrise pas le sujet, peut-être qu'on peut aussi se rattacher à ce que tu disais pour le droit public, mais c'est valable pour l'ensemble des matières, sur les grands enjeux de chaque matière en fait. Enfin, par exemple, en droit pénal, il faut forcément penser les choses au regard des libertés individuelles. Enfin, très souvent, les règles tournent autour de ces tensions-là, donc euh, ça aide aussi à problématiser, ça aide à un moment donné à se remettre en toute confiance et à se, comment dire, commencer à restituer quelques idées sur le brouillon quand on est un petit peu perdu face à un sujet. Donc, je crois que ça, c'est un peu aidant aussi de réfléchir de cette manière-là avec la méthode un peu de structuration des quelques idées. Ça évite d'être dans une non-maîtrise totale. Mm, complètement. Mm. Ouais. On récupère pas Euh, Louise, elle n'arrive pas. on n'y arrive pas. J'essaie de la réinviter, mais le lien n'apparaît pas de son côté. C'est une catastrophe. Les aléas du direct, écoutez. Vous voyez, donc là, on est en train d'improviser. Ce que vous devrez faire le jour J, si ça marche pas, ce que vous aviez prévu. Peut-être que le temps que tu cherches à la récupérer, je peux indiquer quelques petites choses sur la dernière question La qui a été dernière. Ouais, formulée vas-y. sur l'organisation des candidats qui travaillent Mm. en parallèle de la prépa. Alors, comme je vous disais, ça reste très personnel et vraiment hyper subjectif l'organisation de chacun. Je crois que peut-être qu'avant de penser organisation, il faut essayer de vous demander ce que vous êtes capable de donner sur une semaine, sur un mois. Voilà, comment vous vous organisez et cette organisation, si elle vous correspond, ce sera forcément la meilleure. Voilà, j'avais plutôt opté pour des choses un peu plus légères parce que je me suis très vite aperçue que la fatigue allait prendre le dessus. Mais par contre, les week-ends, en effet, enfin, j'étais capable de m'astreindre à ce que je m'étais fixé et ça n'a que très peu bougé, enfin, sauf, voilà, quelques événements de vie, qu'on maîtrise pas, une maladie, une activité, enfin, une envie aussi de faire une pause. Mais, de manière générale, quand on se fixe un programme et, on arrive à s'y tenir parce que de toute manière, on n'a pas non plus, pléthore de temps, donc il faut pouvoir le rentabiliser autant que possible. Mais c'est vrai que c'est un peu complexe et je crois que la méthode que vous trouverez d'organisation, ce sera la meilleure parce qu'elle vous correspondra. Je peux peut-être compléter Sabrina le temps Oui. que Louise arrive. Moi, je travaillais pas à côté de la prépa, mais c'est vrai que la prépa talent, ça a et pour avantage et pour inconvénient de travailler toute la journée, hein. Donc, on fait des horaires de lycée, 8h, 20h, 8h, 18h souvent, mais des fois 8h, 20h. Et donc, faut trouver une organisation parce qu'en fait, bah, le travail personnel, il peut pas être fourni pendant les cours qu'on a à la prépa. Même si, contrairement à ceux qui travaillent, bah, on a la chance en réalité, d'entendre des éléments sur le concours toute la journée. Comme en plus, j'ai pas d'enfants, etc., c'est vrai que j'avais une organisation plus libre. Moi, je travaillais le soir. Alors, pas au début de la prépa parce que j'ai jamais fait ça en études sup. Donc, je considérais que c'était un sacrilège de travailler après les cours. Mais je m'accordais, quand j'ai plus le choix, 2-3 heures le soir. Je finissais jamais après 22-23 heures parce qu'en fait, il fallait que je dorme. Le sommeil, c'est essentiel. Même là, il vous reste un mois, il faut dormir. C'est super de dormir. Et donc, il faut essayer de trouver comme ça 1 ou 2 heures, en fait, comme ce qu'on disait pour les entraînements, pas 5 heures d'un coup, hein. Parfois, on n'a pas le temps, c'est vraiment hyper contraignant. Donc, 1 ou 2 heures pour ne serait-ce que lire un peu les fiches, relire un concours blanc. Et aussi, après, bah, je travaillais le week-end forcément. Par contre, le samedi, c'était toute la journée. Et le dimanche, au début, je me dormais le matin. Et puis après, bah, vers la fin, j'avais plus le temps, donc je dormais plus. Mais en réalité, il faut vous saisir de tous les petits trous que vous pouvez avoir. Ne serait-ce que lire Le Monde, par exemple, le matin pour aller au boulot ou en cours, du coup. Et moi, j'avais un copain greffier qui est devenu auditeur de justice l'année juste avant nous. Et lui, bah, il bossait, par exemple, je le voyais avec ses polis le midi. Donc, il mangeait en travaillant et en faisant ses polis. Donc, je pense que c'est vraiment vous saisir du moindre petit moment pour travailler. Mais quand vous en avez besoin, par contre, vous reposez. Ça, c'est essentiel, quoi.
Ouais, c'est ça. Enfin, il y a une question dans le chat qui demande justement si on travaille directement en sortant du boulot. Ben, en réalité, chacun va aussi faire un peu comme il l'entend, comme ça lui est le plus utile. Moi, très personnellement, quand je rentrais du travail, non, c'était plutôt vie de famille et c'était à 21h que je m'y remettais. Mais il m'est arrivé assez régulièrement le midi, oui, sur ma pause déjeuner, de lire quelques articles ou de me tenir un peu à jour des dernières évolutions ou des arrêts qui peuvent être intéressants et qui, enfin, voilà, peuvent avoir aussi un intérêt dans la préparation du concours. Donc, il n'y a jamais vraiment de temps off parce qu'on est toujours hyper en alerte, je pense. Mais il n'y a pas non plus que des temps hyper précis et hyper configurés dans l'emploi du temps. Par contre, c'est vrai que voilà, je me suis vue aussi réviser sur les bancs du match de foot de mes enfants. Voilà, mais il y a des moments improbables aussi, des choses où on se dit ben ça c'était pas prévu dans mon emploi du temps, mais ben il faut composer. Et votre force à vous adapter, c'est aussi ce qui vous aidera. Donc, non, on retient pas tout le temps tout ce qu'on lit, mais Ah non, non. non, on n'est pas des robots, on n'est pas des non, non, je crois qu'on retient pas toujours. Après, chacun a sa méthode de mémorisation. Moi, des choses que je mémorisais moins, je les mettais dans un petit cahier, je relisais le cahier après, mais voilà, ça c'était ma méthode. Chacun, chacun innove et s'adapte. Moi, je Ouais. les lisais juste, sauf quand c'était essentiel, par exemple une évolution jurisprudentielle incroyable ou une info que je pouvais remobiliser en CCMC. Mais en fait, le fait de l'avoir lu, vous l'avez dans l'esprit. Et donc, ça peut Ouais. ressortir par magie le jour du concours parce que vraiment, ces jours-là, le cerveau est incroyable. Il mobilise des choses qu'on a lues il y a 7 mois, vite fait, dans le métro. Et en fait, ça revient. Donc, non, on retient pas, mais c'est toujours utile de le faire en soi. Oui, le live sera rediffusé. Je viens de voir la question. Oui, oui, il est enregistré et il sera reposté après. Ne vous inquiétez pas, si vous avez raté le début, vous n'avez rien raté. Vous verrez tout. Une personne qui m'a dit, pardon, oui. Non, j'allais dire qu'on a une question sur la note de synthèse. Ah, bah, juste avant, il y a quelqu'un qui a demandé, enfin, qui a demandé, c'est pas vraiment une demande, c'est plus, perso, je rencontre beaucoup de difficultés avec les cas pratiques de droit Mm. civil. Je suis souvent perdu quant à l'articulation de différentes règles. Nous comprenons. C'est un peu normal, parce que si ce sont des énoncés, pardon, qui sont assez professionnels, en fait, hein. On vous met pas des sujets de fac, on vous met des sujets avec l'intégralité de la chaîne à gérer. C'est-à-dire que en pénal, c'est l'exemple qu'on prenait tout à l'heure, vous avez toute la chaîne pénale à gérer en général. Hein. Vous avez de l'interpellation à la garde à vue, en passant par le jugement au fond, éventuellement l'appel, ou alors le contrôle des mesures de sûreté avec après l'application des peines. En général, il y a tout. En civil, c'est pareil, vous avez toute la chaîne du procès civil. Donc vous avez l'état antérieure avec le développement de la situation. Puis après, vous avez la situation pardon, qui périclite avec les développements contractuels, ainsi de suite. Voilà, vous avez tout. Donc l'idée, c'est quand même de voir si vous êtes de bons professionnels en devenir. On vous rappelle que vous n'êtes pas censé être des magistrats en passant ce concours. Vous êtes censé être des gens capables de devenir des magistrats. C'est différent. On n'attend pas de vous que vous connaissiez tout par cœur et que vous soyez capable de tout faire parfaitement, machin. Pas du tout. On attend de vous que vous ne ratiez pas le truc impératif et que vous soyez capable de développer et de relier les choses entre elles. C'est tout. Voilà. Je dis c'est tout comme si c'était pas grand chose. C'est énorme, évidemment. Mais ce sont des choses que vous êtes capable de faire. La preuve, c'est qu'on est 400 et avant nous, il y en a eu 400 autres qui ont réussi. Il n'y a pas de raison que vous n'y arriviez pas. Voilà. Bah là, je vois pas quoi rajouter, honnêtement. Je pense que tu as dit l'essentiel. Donc, Et donc la question sur la note de synthèse, c'était quoi, Maïva? est-ce que vous avez des déclics sur ce qui fonctionne vraiment pour la note de synthèse? Avez-vous des déclics, chers collègues? Des déclics, non? Est-ce que par déclic, on entend une méthode à appliquer? Bon, Peut-être ça, hein, je pense. Un truc où t'as Ouais. cliqué, t'as compris comment faire. Ouais.
Je sais pas, Maëva, si tu as quelque chose à dire de précis, mais personnellement, la gestion du temps pour la note de synthèse, ça m'est apparu assez fondamental et à l'instar de ce que Adil disait tout à l'heure, de savoir dans quelle temporalité vous gérez les choses, votre gestion du plan, votre gestion de la lecture, enfin, l'action, il y a des gens qui rédigent hyper vite, d'autres beaucoup plus lentement, donc ça, c'est aussi de vous connaître là-dessus et donc de vous être entraîné. Après, moi, ce qui m'aidait beaucoup à la note de synthèse, c'est au moment de lire le poly, c'était d'essayer de trouver les éléments qui relevaient de la situation, enfin, peu importe le sujet, mais on part d'une situation, donc ce qui va en général composer un peu mon A1. Ensuite, j'essaie à la lecture de trouver quels étaient les problèmes soulevés par cette situation, enfin, ou le sujet, qui allait en général me permettre d'avoir des idées sur le 1B. Et en lisant toujours la note le support, j'essayais de trouver pour mon 2A les solutions qui étaient déjà envisagées ou qui étaient déjà en réflexion. Et ma dernière partie, c'était souvent ce qui pouvait encore évoluer. Enfin, donc avec ces 4 blocs, quand je lisais mes notes de synthèse, j'arrivais à répartir un petit peu les, euh, les idées, les sujets, et ensuite, je pouvais construire avec la problématique qui en ressortait. Donc voilà, c'est un peu ma façon de trier, de réussir à trouver les éléments dans le temps imparti. Vous avez peut-être d'autres méthodes de votre côté. Je dirais peut-être pas déclic, mais moi j'ai commencé à être meilleure en notes de synthèse quand déjà j'ai appris à être synthétique, enfin, tout simplement. Parce que c'est vrai qu'on est limité en nombre de pages et il faut donner les infos essentielles. Donc pour ça, moi j'avais une méthode donnée par ma prof de prépa qui est super. Je faisais un tableau au brouillon avec une colonne avec le numéro du document, une colonne avec les idées et une colonne avec, j'appelais ça lien avec les autres documents. Donc je mettais le numéro du document. Une fois que je l'avais lu, je résumais les idées et je relevais les éléments qui me permettraient plus tard de développer. Et en fait, tout au long de ma lecture, si le document, par exemple, 2 avait un lien avec le document 1, je le mettais dans ma dernière colonne. Comme ça, en fait, au moment de faire mon plan, j'avais les documents qui allaient ensemble et ça me permettait de faire mes parties parce que j'avais pas forcément de plan type. Donc moi, ça m'a aidé. Après, de faire des titres pas trop longs et efficaces. Et donc voilà, en fait, la note de synthèse, c'est tout bête, mais c'est faire un résumé à votre chef de service. Donc en fait, il faut être hyper synthétique et efficace. Et c'est vrai que ça peut être compliqué. Donc encore une fois, il faut bien s'entraîner là pendant le mois qui arrive parce que c'est quand même une épreuve relativement importante. Il faut s'entraîner sur des notes de synthèse hyper variées, hein, avec des documents hyper différents. Et surtout, une erreur qui peut arriver, là pour le coup c'est le hors-sujet, c'est de sortir du sujet de la note de synthèse. Parce que typiquement pour la nôtre, le référé pénal environnemental, il y avait des documents très denses, très riches en informations, qui en fait pouvaient faire parler d'autres choses que le sujet dans le plan. Donc il faut vraiment s'entraîner à être focus sur le sujet, parce qu'il y aura plein d'informations superflues. Ouais, il faut vraiment bien lire le sujet de la note de synthèse déjà pour pas partir sur des documents qui seraient pour le coup hors sujet dans leur développement où il va y avoir un paragraphe en fait qui va correspondre au sujet et puis tout le reste. Donc ça fait partie aussi des premières choses à faire, lire le sujet pour être sûr de bien s'imprégner des termes et lire son sommaire avec les grands titres, repérer s'il y a un ordre chronologique ou pas. Enfin, ça c'est aussi en s'entraînant qu'on perçoit la méthode la plus adaptée. Et bien sûr, citer tous les documents, puisque sinon, c'est pas la moyenne. Donc, Ouais. Ah, attendez. Hop. Peut-être, Louise, éventuellement. Ah. Je crois. Autre chose, autre perspective peut-être, moi, sur mes notes de synthèse, j'ai un peu abordé ça comme si je faisais un résumé à ma mère. Ma mère étant une personne fortement intelligente, elle est capable de tout comprendre, mais il faut bien lui expliquer, il faut que ce soit synthétique et il faut qu'il y ait tout, et dans l'ordre, si possible. Voilà, je les ai pas vraiment fait, j'ai pas fait vraiment des résumés à ma mère, mais c'était l'idée que j'avais quand j'arrivais dans l'épreuve, c'était, ok, il faut que je lise les choses dans l'ordre, et qu'il y ait tout, globalement.
et que je lui dise pas un truc qui n'a rien à voir, sinon elle va me dire ça n'a rien à voir et ça va me saouler. Donc c'était vraiment, c'est un peu stupide, mais c'était un mode de pensée qui pour moi fonctionnait. C'était ok, faut que ce soit clair, faut que ce soit net, soit précis, parce qu'elle a pas le temps pour les trucs qui vont dans tous les sens. Elle se contrefiche de savoir que je sais faire des textes qui font 14 000 pages. Elle veut 4 pages max et on enchaîne. Et là, je regardais, ma tête du fouiller sur le côté, je checkais mes copies parce qu'on peut télécharger ses copies après le concours. Et je regardais mes titres, effectivement, c'était Grand 1A, la mise en œuvre du référé pénal environnemental. Donc, vraiment, j'ai pas fait de paillettes, quoi. C'est tout droit, mais en fait, c'est efficace et ça marche. Vraiment, n'essayez pas d'impressionner votre jury parce que ils ont 40 fois notre expérience, donc ils seront pas impressionnés. Eux, ce qu'ils attendent, c'est quelque chose qui fonctionne, qui est concret, qui répond précisément à leurs attentes. Parce que ce qui est derrière, savoir que vous êtes capable de faire un résumé de 40 pages en 4 sur le référé pénal environnemental, globalement, dans votre vie de magistrat, ça ne sert à rien. En revanche, ça veut dire que vous êtes capable de vous tenir à des délais, de vous tenir à un format. Ça veut dire qu'on va pas avoir des motivations de 70 000 pages pour des décisions qui n'ont pas besoin de grosses motivations. Et ça veut dire que vous avez un esprit de synthèse. Et quand on doit synthétiser 5 tomes de procédure pénale, ça peut être utile. Disons que c'est une qualité nécessaire. Hop. C'est de inviter. C'est une catastrophe. Ce truc ne veut pas. Le compte est maudit. Hop. Comme quoi, on peut réussir un concours hyper dur et vraiment, les trucs simples, ça marche pas. Comme quoi, c'est un métier, finalement. Voilà. On va peut-être regarder. Donc, ça m'embête de pas avoir Louise sur la question de le stress sur la semaine des écrits. Bon, ben après, voilà, on va pas garder tout sur 2 heures, parce que ça fait déjà 1h20 qu'on est en live. On va aborder la question et j'espère qu'on va réussir à avoir Louise pendant qu'on le fait. Donc, sinon, peut-être qu'on peut lui demander de faire un. Oui, c'est vrai. Sinon, par écrit dans le chat. Ouais. Sinon, si Louise, si tu nous écoutes, si tu es avec nous, écrire ce que tu voudrais dire sur cette question donc, de la gestion du stress pendant la semaine et puis je le lirai. C'est moins bien, mais au moins tu peux participer. Et donc, mesdames, comment vous gérez le stress? Je vais commencer parce qu'en fait, je suis quelqu'un de très stressé. Moi, je panique tout le temps, mais j'ai appris à gérer la panique, hein, comme quoi on y arrive. Mais j'étais très stressée, surtout entre décembre et mars, je pense. Et en fait, après, j'ai réussi à me sentir prête. Donc, c'est vrai que moi, la semaine des écrits, j'étais pas tant stressée que ça et c'était aussi dû à mes copines. Donc, voilà. Merci. Et en fait, je pense que vous allez être très stressé la première journée, forcément, parce qu'en fait, quand vous avez jamais passé le concours, ce qui était mon cas, vous arrivez dans un lieu que vous avez jamais vu, et c'est hyper impressionnant parce que en tout cas, mon centre d'examen à Lyon était très grand, me paraissait très grand. Non, mais il était très grand. Donc c'est vrai que la première journée c'est compliqué et j'ai trouvé que une fois l'épreuve de culture G passée, le stress était moins grand parce qu'on savait où on allait, ce qu'on faisait. Donc moi je dirais que pour gérer le stress, c'est déjà c'est tout bête, mais faire de la respiration parce qu'en vrai, c'est ce qui permet d'arriver au concours et de souffler et de se vider l'esprit. Moi, je faisais ça avant chaque début d'épreuve, notamment avant de retourner le sujet. Et ensuite, je dirais que le soir, il faut vous permettre de souffler. Moi, je relisais pas du tout entre les épreuves parce que j'estimais que j'avais assez bossé, ce qui est votre cas en réalité. Et parce qu'en fait, ça va vous faire paniquer encore plus. Vous avez déjà passé une journée stressante, vous avez géré votre épreuve, vous êtes fatigué. Donc, je pense que le soir, il faut vous accorder du repos pour repartir frais le lendemain. Parce que c'est pas parce que vous avez l'impression d'avoir cartonné une épreuve où vraiment vous dites non, mais là, c'est mort, qu'en fait, c'est le cas. Enfin, moi, je pensais avoir 3 en culture G et c'est pas le cas. Et en fait, chaque jour, chaque épreuve, c'est une nouvelle épreuve. Et en fait, vous pouvez gratter des points. Enfin, là, vraiment, l'objectif dans la semaine, c'est de gratter des points où vous pouvez pour être au-dessus de la barre d'admissibilité. Et pour ça, il faut avoir un esprit frais pour pouvoir remobiliser vos connaissances. Donc le soir, c'est vraiment vous détendre, regarder un film que vous aimez bien, lire, passer du temps avec votre famille, vos amis, votre compagnon ou compagne si vous en avez ou si la personne est là. Et c'est vrai que il faut pas se mettre la pression de il faut absolument que je révise. Donc moi, la gestion du stress, je dirais que c'est vraiment souffler,
et entre chaque épreuve, prendre du repos parce que vous en aurez besoin. Et ensuite, le vendredi soir, fêtez ça, hein, fêtez la fin des écrits avant de repartir sur les oraux, quoi. C'est clair. Pour ma part, j'ai trouvé que j'étais beaucoup moins stressée au troisième qu'il y avait un temps pour le premier. Donc peut-être que c'est la sagesse qui permet aussi une forme de gestion du stress. En tout état de cause, ce qui me stressait par contre, c'est que outre-mer, je passais les épreuves relativement tôt et j'avais peur des embouteillages, d'un problème sur la route et du coup, je me suis levée très très tôt pour être arrivée au centre d'examen suffisamment à l'heure et donc ça m'a demandé d'avoir un bon sommeil aussi durant les épreuves. Donc je suis allée nager après chaque fin d'épreuve et comme ça j'étais sûre d'avoir une fatigue aussi bien physique qu'intellectuelle pour m'endormir un peu plus tôt. Mais ça c'est aussi parce que je me connais, je sais que si je m'inquiète d'un truc, je vais avoir besoin aussi que physiquement je sois un peu plus épuisée pour dormir et être ok le lendemain matin. Donc voilà, ça c'était ma petite gestion, mais j'ai trouvé que quand on se connaît un peu mieux, comme tu disais, aussi, faire un peu de respiration, on sait ce qui fonctionne. Ça fait un exemple qui peut marcher pour certains et pas pour d'autres. Et écoutez-vous et faites quelque chose qui vous met aussi de bonne humeur et dans quelque chose de positif, quoi. Ouais, ça c'est clair. Moi, je pense, j'ai la chance d'être quelqu'un qui n'est pas stressé facilement. Ou alors c'est dans une situation un peu particulière, genre devoir parler au micro devant une promo. Mais non, en étant très sérieux, en vrai, pour moi, les semaines de concours, parce que j'en ai eu deux évidemment, une année ratée, pardon, ont pas été les pires dans la mesure où j'avais suivi un conseil qui me semble être important, donc je vais le donner. C'est que vous savez que votre cerveau ne va pas être disponible pour gérer les conneries du quotidien. Sur cette semaine, c'est pas possible. Les bêtises, pardon. Les bêtises du quotidien, ça ne peut pas rentrer en ligne de compte. Si vous avez une moitié amoureuse qui fait n'importe quoi cette semaine, elle n'existe plus. On n'a pas la capacité de faire tout ça. Si vous avez un chat qui fait n'importe quoi, vous ne gérez pas non plus. Si vous avez des problèmes de famille, le plus possible que vous faites, vous essayez de ne pas le gérer. Et ce que ça veut dire, c'est qu'il faut anticiper. Quand vous arrivez à une semaine avant, il faut que vous ayez préparé vos vêtements pour tous les jours, que vous ayez, enfin, en gros, vos vêtements, globalement, ce que vous allez porter. Si c'est un jogging et des tongs, tout le monde s'en fiche, vraiment, on s'en fiche. Le truc, c'est qu'il ne faut pas que vous ayez d'armes blanches dans votre sac, parce que sinon, vous allez à la sécurité à l'entrée des salles d'examen, évidemment, ça va pas passer. Je précise que les couverts dans des étuis, ça passe pas. En fonction de son examen, faites attention. Mais en général, on mange avant. Enfin, moi, je sais que à Lyon, les gens mangeaient souvent avant, devant le centre d'examen. Voilà. Vous êtes convoqués, c'est les après-midi. Hein. Ça commence à midi, 1 heure, un truc comme ça. Donc, toutes les épreuves, c'est après-midi. Savoir ce que vous allez manger, préparer tout ça, que vous n'ayez pas à y réfléchir la veille pour le lendemain, c'est pas possible. Vous avez autre chose à faire, vous passez un des concours les plus durs de la République. Vous n'avez pas le temps d'être là. Est-ce que je fais mes carottes râpées? Est-ce que je fais ma food prep? C'est pas possible. Tout ça. Si possible, si vous savez que vous stressez facilement au contact des autres, n'est-ce pas? Et ben vous mettez en mode avion, vous regardez la petite sirène, enfin vous faites un truc, vous occupez votre cerveau, vous bouffez toute la bande passante pour ne rien avoir. Ce que Sabrina a dit, c'est également vrai si vous êtes quelqu'un qui répond super bien à la fatigue physique, vous faites du sport. Vous allez courir, vous allez faire du vélo, vous allez faire du biathlon, je m'en moque, mais vous faites un truc et vous vous endormez heureux, fatigué, et vous vous réveillez le lendemain en vous disant bon allez, je mets mes vêtements, il est 10 heures, je dois partir pour arriver à telle heure là-bas. Vous prenez votre douche et votre skincare, tout ce que vous voulez, et vous y allez détendu et vous n'avez qu'une seule et unique chose à faire pendant cette journée, c'est-à-dire marcher jusqu'à votre centre d'examen et ensuite ouvrir le sujet et vous y mettez à fond. Globalement, pour moi, ça a marché, franchement. C'est cette espèce de mise à l'écart de toute autre question que ce pourquoi j'étais là. Parce que après, voilà, vous êtes aussi là parce que vous avez envie de rejoindre un corps, vous avez envie de faire partie d'une profession, ça répond à des attentes pour vous. Et donc, voilà, vous vous donnez les moyens de réussir et ça passe par des petits détails qui, au final, mis bout à bout, vous libèrent une charge mentale dont vous aurez besoin. Parce que à la fin de cette semaine, en général, on est un peu sur les rotules. Donc, si vous avez évité de la friction en amont, ça aide. Franchement, ça aide.
Et donc j'ai Louise qui nous parle finalement d'outre technologie et qui nous dit perso, très peu de gens étaient au courant que je passais le concours. Les personnes qui m'hébergeaient ne le savaient pas. Donc quand je sortais de l'épreuve, j'étais sortie. Je ne pensais plus au concours, je reprenais ma vie. J'arrivais assez tôt, je venais à pied, environ 1 heure de marche, ce qui faisait que j'étais bien détendu physiquement et prête à affronter l'épreuve. C'est une très bonne idée, ça vous libère la tête, mine de rien. J'ai mis des œillères sur les autres, même si j'ai parlé un peu avec ceux qui m'entouraient, et on n'est pas des sauvages à ce point-là quand même. C'est vrai, il n'y a pas cette ambiance de médecine un peu quand le concours éclate et que genre les gens s'aiment pas. Ça n'existe pas en général au concours de l'ENM. Les gens sont un petit peu dans la même galère tous ensemble, galère au sens vraiment du bateau, hein, donc on est tous en train de ramer comme pas permis. Globalement, les gens sont sympas. Si vous sentez qu'il y a quelqu'un qui est pas sympa ou qui fait la gueule ou qui machin, n'allez pas lui parler. Il y a 450 000 autres personnes autour de vous. Je vous assure qu'il y en a des sympas et la grande majorité. Donc, s'il y a quelqu'un, voilà, vous voyez, vous n'allez pas chercher, vous passez à autre chose et puis on enchaîne. Et elle s'était amenée un roman pour lire avant chaque épreuve, histoire de penser à autre chose et d'apaiser son esprit. Très peu de discussions après les épreuves, en revanche, ça m'a toujours stressé. Essayez de bien dormir et de prendre un bon petit déj qui fait du bien. Voilà. C'est vrai que ça peut vous sembler, enfin, tout ce qu'on vous a dit, hein, ça peut vous sembler des conseils bateaux de oui, bah, il faut manger et se laver les dents, d'accord. Mais en vrai, oui, genre ça passe par là. Vous avez tout le bagage technique et de profession machin, vous l'avez depuis 12 mois. Donc là, en fait, on est sur les conditions de comment vous allez restituer ce que vous connaissez, ce que vous avez appris, ce pourquoi vous vous êtes entraîné. Et donc, pour restituer au mieux, vous êtes des sportifs de haut niveau intellectuel, et donc et ben les sportifs de haut niveau, on les met dans des hôtels 4 étoiles et machin. Bon, nous on n'ira pas dans des hôtels 4 étoiles parce que le budget, mais on essaye de faire au mieux pour être le plus calme, le plus tranquille et le plus apaisé possible. Voilà. Si ça passe par la natation, go. Si ça passe par jouer à League of Legends, faites-le. Il n'y a pas de difficulté. Vous faites ce que vous voulez. Il n'y a pas d'interdit. Le seul interdit, je pense, c'est de faire des choses qui vont un peu nuire à votre qualité de sommeil ou à votre équilibre. Donc, genre, on évite les pizzas tous les soirs, sauf si vous y êtes habitué, même si ça fait plaisir. Hein, je vais pas vous mentir, le jeudi soir, petite pizza. Mais voilà, il s'agit d'avoir un peu un équilibre quand même pour maintenir un niveau. Et si je peux rajouter, il y a des fois, je crois, hein, il me semble qu'il y a certaines prépas ou même juste des sites internet qui sortent des corrigés peu de temps après les épreuves. Regardez pas. Enfin, c'est vraiment déjà c'est hyper subjectif. Les correcteurs ils voient des copies très différentes, donc c'est pas parce que ce corrigé-là, enfin parce que vous avez pas mis la même chose que ça sera mauvais. Mais donc vraiment ne regardez pas, c'est plus anxiogène qu'autre chose. Donc sur notre année, à titre d'exemple, pardon Sabrina. Sur notre année, à titre d'exemple, moi je sais que ma prépa avait sorti un corrigé de culture générale le soir même. Quel bonheur, quel plaisir de recevoir ça en notification sur WhatsApp avec les potes. Évidemment, il y en a une du groupe, on s'était dit non, regarde pas. Il y a forcément une qui a regardé. Ça l'a atomisé au niveau du mental, vraiment. Et donc elle nous en a un peu parlé, elle nous a dit putain, fallait mettre ça, machin et tout. Ok. Elle a eu 16. Elle avait rien mis de ce qu'il y avait dans le corrigé, elle a eu 16. Globalement, la prépa elle vous propose un angle de vue qu'elle estime pertinent, ou l'idéologie, peu importe, ils vont vous proposer un angle de vue qui se trouve pertinent. Il y en a 40 000 autres, parce qu'en fait, tout peut être intéressant, ça dépend de la manière dont vous le présentez et si vous avez les trucs évidents. Voilà. Et du coup, ça me permet de rebondir parce que je vais devoir vous laisser, mais juste pour dire que de manière générale, les avis, les conseils ou ce qu'on a pu vous dire ce soir, bah, ça nous est aussi assez personnel. Et donc, si vous ne vous retrouvez pas dans ces conseils, c'est pas très grave. Enfin, je crois que ce qui est important, c'est de vous connaître et de savoir aussi ce que, sur la voie sur laquelle vous vous sentez bien. Et voilà, tout n'est pas à prendre pour argent comptant. Ça, c'est la méthode qui a fonctionné pour nous. S'il y a des choses dans lesquelles vous vous retrouvez, bah, tant mieux. Et s'il y a d'autres choses dans lesquelles c'est pas du tout votre truc, ne culpabilisez pas pour autant. Ça veut pas dire que ce que vous avez décidé de faire et de comment vous le faites, ça a tout autant de valeur. Donc, ayez aussi, je pense, comme leitmotiv, votre petit guide naturel aussi intérieur qui normalement est plutôt bon. Ouais, clairement. Mais de toute façon, là, on a un peu fait le tour de toutes les questions qui avaient été posées dans le chat ou qu'on avait reçues en amont. Donc, on va peut-être vous laisser là et vous laisser profiter de votre soirée.
Donc ce que Sabrina a dit est tout à fait vrai. Si dans ce qu'on a dit ce soir, vous ne vous retrouvez pas, c'est pas grave. On n'était que 4 sur 400 et quelques. Voilà, on a essayé de faire le plus représentatif, à avoir une personne de chaque concours, mais nécessairement, on a nos propres méthodes de travail. Donc voilà. Au plus, je vous rappelle que si jamais vous avez toujours l'adresse mail, le compte Instagram de l'association Horizon Magistrature sur lequel moi je suis en live aujourd'hui, vous pouvez toujours envoyer des messages privés, ils vous répondent. On a des super chargés de com qui ont le compte et qui vous répondent vraiment rapidement. Et puis surtout, derrière, on a une super équipe d'entraide qui prépare les lives, qui prépare les groupes de soutien avec la promotion antérieure et tout. Donc là, il n'y a aucune difficulté. Vous avez besoin de soutien, vous demandez. On est là pour ça parce qu'on est passé par la galère. On sait que c'est horrible et donc on est là pour essayer de faire en sorte que ce soit moins horrible quand même. Et puis pour essayer de vous guider un peu parce que nous, on sait que ça nous a été utile. N'hésitez pas. Et vous avez l'adresse mail, donc horizonmagistrature.entraide@outlook.com. C'est une adresse mail qui sert, je crois qu'elle est dans la bio du compte, mais elle sert pour le contact, pour tout en fait, parce qu'à un moment pour les oraux, va y avoir des questions avec les fiches de renseignement, tout ça qu'on va vous proposer éventuellement on va vous proposer plusieurs choses au niveau de la préparation des oraux. On vous dévoilera ça plus tard évidemment, mais même avant les oraux, si vous avez des questions, si vous avez des difficultés, si vous avez des interrogations, si vous avez des doutes, vous nous écrivez, il n'y a aucune difficulté. Il vaut mieux que vous ayez l'impression de passer pour un bolos à nous écrire, alors que pas du tout, plutôt que vous restiez dans votre coin, que finalement vous y alliez pas et que vous ratiez votre chance, alors qu'en fait, c'était juste que vous étiez en train de subir une mauvaise période et qu'il y en a plein cette année. Les années de préparation, elles sont faites pour être nulles, mais pour en valoir la peine une fois qu'on les a passées. Donc, n'hésitez pas, on y croit, on se mobilise, on y croit. Nous, on est là pour être derrière vous, pour vous pousser s'il y a besoin. Et on se retrouve l'année prochaine pour être vos parrains et marraines de Provo. Et puis un grand courage à vous pour cette dernière ligne droite. Ouais, vous pouvez y arriver même si vous pensez le contraire. Voilà, complet. Sur ce, bonne soirée. Bonne soirée bon à tous. courage. Bonne soirée tout le monde.